Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. Je vais me cracher dedans. Salut bande de putains d'enfoirés de branleurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, le podcast putassier, présenté par les deux cons qui manquent de tact, toujours en compagnie de mon acolyte de ma couille gauche, mon Mighty Bud. Comment ça va mon frérot ? Eh ben ça va, ravi de te retrouver évidemment. Bonsoir les branleurs, les branleuses, en avant pour un nouvel épisode et toujours dans notre série infinie qui ne prendra pas fin tant qu'on n'a pas des sujets béton. Invité ce soir, invité et non pas des moindres, en la personne de Sylvain de Monolith. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, salut les gars. Et là je viens avec une autre casquette que la dernière fois. Hein. Oui, exactement. Oui. Tout à fait. Ce soir, nous t'abordons pas sous l'angle de ton podcast et de ta chaîne YouTube, mais bel et bien sous justement ton groupe Monolith. Et on va y revenir du pourquoi du comment, d'ailleurs, ça sera intéressant. Mais évidemment, je te laisse, mon Dutch, évidemment, je te laisse introduire le petit principe de base du début d'épisode. En ce plaisir de coup de gueule. Plaisir de coup de gueule que je vais tout de suite relayer à notre invité. Alors, bon, comme je vous disais hors antenne, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut s'indigner, surtout en ce moment. Alors, pour rester dans notre créneau, c'est-à-dire la musique, il y a une actualité qui m'a un petit peu interpellé récemment, c'est la mise à l'index du groupe Céleste, qui avait prévu une tournée en Russie, tournée qui a été annulée, et puis voilà, le groupe se prend un shitstorm qui, selon moi, n'est pas du tout mérité. On a encore la patrouille de la morale à 2 balles qui fait le service, quoi, et puis qui emmerde ce groupe qui a rien demandé à personne à part faire son taf de musicien. Surtout qu'on l'emmerde avec des arguments bien pourris. Genre, il finance l'économie de guerre, tu vois, genre un petit groupe comme ça va en Russie, tu vois, ça va augmenter de 10 points le PIB de la Russie, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est des arguments moralisateurs à 2 balles de gens qui connaissent absolument rien à la géopolitique ou qui connaissent juste ce qu'ils ont lu sur les grands chapeaux des médias, quoi. Certains qui bossent chez Rocard, je crois. Oui, par exemple. Alors, qui racontent un certain nombre d'âneries en plus, je pense que tous ces gens-là feraient mieux de s'occuper d'autre chose que de géopolitique, plutôt de musique. Des pompes à chaleur, par exemple. C'est bien de s'occuper de ces pompes à chaleur, quoi. Ouais, ou de Black Sabbath, tu vois, plutôt que de bosser en géopolitique de surface et pas savoir que ton putain de gaz rapporte bien plus de thunes à la Russie que Céleste qui fait des tournées en Russie depuis des années. Trop du cul. Puis si on va dans cette logique, dès qu'on a un pays avec des dirigeants ou des problématiques, je l'utilise pas dans le sens qu'utilise une certaine population très politisée, mais à partir du moment où on considère qu'il y a des soucis dans tel ou tel pays à cause des dirigeants ou à cause de telle ou telle action de ce pays ou de son histoire ou je sais pas quoi, on peut tourner nulle part en fait. Oui, entre la France qui a un président gérontophile et cocaïné, les États-Unis qui a un président qui plaît pas à tout le monde, etc. Donc on va où en fait, En Italie, chez Meloni, c'est ça, parce que j'ai pas entendu de problème pour les tournées de groupe en Italie, qui sont frontaliers, y a pas de souci là-dessus. En Hongrie. Ouais. Non, mais complètement. Et puis on va s'arrêter où en fait ? À un moment donné, un mec qui est soupçonné d'avoir regardé ces news aussi, on va lui dire non, tu joues pas. Enfin, voilà, c'est ridicule, c'est totalitaire. Donc faut que ça se calme ces trucs là, quoi. Et autant le groupe Céleste, je trouve, a été un petit peu maladroit sur sa com en disant on va tourner en Russie, on sait que ça peut choquer, etc. Fermez votre gueule, faites votre tournée, envoyez chier tous les pitres qui vous emmerdent, faites votre truc. Le problème, c'est que plus on s'agenouille, plus on accepte de s'excuser, de se repentir, plus on va vous écraser. Donc il faut pas faire ça. Il faut juste faire son truc comme d'habitude, il faut les ignorer, continuer son truc, de toute façon il va rien se passer. Donc là, quelque part, ils font le dos rond en attendant que ça passe. Et puis les rats quittent le navire, il me semble. Oui, notamment les promoteurs, les mecs qui organisaient tout ça, là ils sont en train de quitter le navire, j'étais pas au courant, machin truc, il me semble. Il y a quand même une certaine forme de lâcheté derrière ça, parce que
je vais pas quand même croire que tous ces gens-là adhèrent à ce discours non plus. Voilà, c'est de la lâcheté parce qu'ils ont peur de se faire attraper à leur tour. Donc voilà, c'était ça le coup de gueule, c'est la police de la pensée, police de la morale qui continue son cirque. Ça prend une ampleur un peu disproportionnée et de pire en pire voilà, sur tous les sujets. Et puis voilà, faut se méfier de ça parce qu'on arrive vraiment dans une époque un peu totalitaire à ce niveau-là. Bien, je te remercie. Ce qui va être très compliqué pendant cet épisode, c'est de ne pas vomir notre sel, sachant que c'est un peu notre marque de fabrique, mais certains avec politesse et d'autres avec absolument pas de politesse. Mais on va essayer de contenir tout ça pour une deuxième partie un petit peu plus salée. Je te remercie en tout cas, Sylvain, et mon Dutch, vas-y, embraye sur la suite. Allez, c'est parti. Bah alors, Restless. Bah alors Bah alors, Doofy, on n'est pas content? Alors, on inverse les sémantiques. Nous, La charge on chiale accusatoire. pas. Hein. Ouais, les charges accusatoires. Non, nous on chiale pas. On te cague juste dessus, berserker à fourchette, le combattant des Nuggets. Là. Du coup, ouais, petit coup de gueule parce qu'en fait, on n'a absolument pas chialé. On a tout à fait compris ce que vous vouliez faire. Moi, quand je croise un clodon dans la rue, je comprends ce qu'il veut faire. Hein. Il tend la main pour avoir de l'argent. Vous le faites par le biais de votre radio, donc ça revient au même en fait. Il suffit pas d'avoir fait des grandes études pour comprendre que vous quémandez avec, après, des explications foireuses, douteuses, tout ce que vous voulez. Et du coup, vous remercierez Pascal de vous avoir informé qu'on avait fait un petit coup de gueule sur notre podcast. Merci à lui d'avoir gentiment Relayé. fait passer le message. Voilà, sur ce, j'ai fini mon petit coup de gueule. J'ai rien Merci. compris. T'inquiète. Ouais, Et par il y a un les historique. c'est quoi? C'est des haters? C'est quoi? Ouais, c'est le berserker à moustache, à barbe, mais c'est parce qu'on s'était fait un petit peu houspiller sur Instagram lors d'un post encore un poil salé. Et non, On a commencé. Oui, On a oui, commencé. tout à fait. On a Mais on commencé. adore le ping-pong, nous. C'est un Ouais. plaisir. C'est un plaisir. C'est un C'est plaisir. juste du troll. Hein. C'est du troll pur et on va rester dedans. Je vais embrayer comme ça, on pourra faire notre épisode tranquillement. On va embrayer justement sur ces petits entre-soi magnifiques parisiens entre Restless et Pascal et tout ce qui va avec évidemment, même si j'ai absolument pris le sujet en surface, les foudres, les cérémonies des récompenses du métal français. Alors là, franchement, les mecs, vous êtes d'une innovation et c'est incroyable. C'est incroyable de récompenser les mêmes groupes qui ont été récompensés par d'autres triomphes, par d'autres suçages. Donc nickel, continuez votre Human Centipede infini. Nous, on est là, popcorn, c'est plaisir. Et puis quand le clivage se fera véritablement entre la scène gentrifiée et ceux qui veulent rester un petit peu underground old school, et ben voilà, on saura qui tondre et qui ne pas tondre. Donc merci à vous pour votre entre-soi parisien et c'est un plaisir de constater que nos analyses ne font qu'être vraies et pertinentes. Donc merci les gars, merci infiniment. Sur ce. Bravo Bud, hein, parce que il faut le dire pour les auditeurs. Hors antenne, tu disais ouais non, je le sens pas, je suis fatigué, machin, et là tu nous sors une impro là derrière les fagots. Bravo. Merci. C'est vous qui m'inspirez, messieurs. J'essaye de venir vampiriser votre énergie. Du seum, j'en ai toujours. C'est un stand-upper, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, stand-upé. Bon, allez, rentrons dans les choses sérieuses un petit peu. On n'est pas là pour envoyer de la merde, enfin pas tout de suite. Même si, comme je disais plus tôt, ça va être très compliqué tous les trois. On est là pour parler de Monolith. On est là pour parler de toi, Sylvain, et sous l'angle Pourquoi de ce que... Pourquoi? Qui? Qu'est-ce que? Comment? Non, Donc, du mais coup, pourquoi on parle de Monolith? Et oui, Il faut exactement. expliquer ça aussi. Parce que les gens vont dire ça y est, l'entre-soi qui dénonce, il y a de l'entre-soi aussi, machin, vas-y, Oui. déroule mec. Oui, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Ouais. Ça s'appelle du conflit d'intérêts. Non, Ah, c'est mais pas moi du je fais pas conflit. partie du podcast. Non, Ah, c'est pas juste partie justement. de contact. de temps en temps. Puis il n'y a pas de rémunération derrière. Donc, Ah bon? ouais. Du coup, je le mets à qui le chèque? Bon, on en reparlera en off, bref. On en reparlera en off. Ouais, du coup, c'était sous le podcast avec David qui faisait une réflexion qui était hautement pertinente. C'est que, mine de rien, t'es dans le paysage du métal depuis très longtemps et que triomphe et gloire soient faites à tous les métalleux et tous les groupes, mais toi, t'existes pas en fait. On n'entend jamais parler de toi, jamais parler de ton groupe, alors que t'es quand même un pilier du doom métal français. Même s'il y en a eu avant, même s'il y en aura après, c'est pas le problème. Et c'est vrai que la réflexion nous avait fait tiquer en se disant mais c'est vrai que
Eh ben, on parle de Sylvain souvent parce qu'il fait chier. En fait, il vient dire les choses même avec politesse, même avec déférence. Il vient dire des choses qui déplaisent aux âmes sensibles et à la bien-pensance de cette scène française. Mais à chaque fois, on fait l'impasse sur ton groupe alors que ça fait un bon moment que tu es là, que tu n'as pas qu'un album au cul. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, quitte à continuer à s'auto-sucer tous ensemble pareil, eh ben, autant faire une belle place pour ton groupe cette fois-ci et non pour ton média. Donc voilà pourquoi nous t'avons invité avec grand plaisir et pourquoi on va te laisser justement présenter ton groupe, qui tu es, ton parcours et tout ce qui s'ensuit comme l'habitude le veut. Je t'en prie Sylvain, embraye. Alors déjà, merci pour cette gentillesse, cette initiative de m'inviter pour le groupe. Alors, je corrige un peu, hein, on n'est pas non plus complètement absent. Le groupe existe depuis longtemps, mais au fil du temps, en fait, la présence d'un groupe qui existe depuis un moment, c'est un peu les montagnes russes, ça va et vient. Tu vois, tu prends un autre groupe un peu du même style qui est un petit peu discret, c'est Sup. Sup, ils sont un petit peu moins présents dans les médias généralistes, les Rocards et compagnie qu'il y a quelques années. C'est un peu pareil pour nous. Voilà, il y a eu des moments où on y était plus, d'autres moins. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le groupe est beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France. Bizarrement. Donc voilà, nous, quand on sort un disque, c'est vrai qu'on voit les ventes et l'intérêt plutôt être du côté des pays anglo-saxons, Allemagne, etc., plus que la France. Mais bon, la France, globalement, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est complètement désert non plus. Voilà, c'est juste que, comme beaucoup de groupes français, parfois on sent un certain manque de soutien. Alors, les journalistes métal ont horreur qu'on leur dise ça, mais c'est quand même une certaine réalité, selon moi. Voilà. Donc, ça, c'était en préambule. Ensuite, pour répondre réellement à la question, alors, on parle d'un groupe qui existe depuis longtemps. Ben oui, le groupe est né en 2001, donc ça fait 24 ans maintenant. Premier album sorti en 2003. Au départ, c'était un projet solo, c'était même un side project. J'avais un autre groupe et puis voilà, j'avais des compos qui ne correspondaient pas à mon groupe principal de l'époque. Et la particularité de Monolith, c'est que les premiers albums, les 4 premiers, qui constituent une saga, sont tous constitués d'un seul titre. Voilà, qui fait plus de 50 minutes à chaque fois. C'est du Doom, c'est du Doom extrême. Alors, on a beaucoup parlé de Funeral Doom, j'aime pas trop cette appellation personnellement, mais plutôt du Doom extrême. Et puis au fil du temps, on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc en tout, on a sorti 10 albums. Le dernier en date est sorti en novembre 2024 chez Hammerheart, label néerlandais. Voilà, donc 10 albums. Il y a eu un line-up un peu renouvelé récemment. Et puis, on s'apprête à faire des concerts, là, quelques concerts. Alors, on n'en a pas autant qu'on aurait aimé, puisqu'on a fait une connerie en signant chez un pignouf, un booker vraiment pourri, voilà, qu'on a dégagé. Et puis là, on en cherche un autre. Donc, voilà, ça a un petit peu mis des bâtons dans nos roues. Mais voilà, on continue tant bien que mal notre petite carrière. Voilà, je pense avoir répondu dans Dans les grandes lignes. les grandes lignes, ouais. Parfait, parfait. De toute façon, on va venir un petit peu en détail piquer tout ça là-dedans. Et d'ailleurs, je vais tout de suite envoyer par le premier truc. Mais tu disais justement que tu avais des compos qui correspondaient pas à ton groupe initial. C'était Side Project Monolith. Qu'est-ce que c'était ton projet initial et c'était quoi le style pour que ce Doom extrême ne corresponde pas à cette époque? Alors, les plus anciens s'en souviendront peut-être, c'est un groupe qui s'appelait Antemon. On a sorti 3 albums. Et on était dans un registre, alors avec du Doom aussi, mais plus ce qu'on appelait à l'époque du métal atmosphérique. On a commencé avec du chant féminin d'ailleurs, ce qui nous a associés à la scène métal à chanteuse, etc., même si Oh, les on ne le revendiquait pas. précurseurs. Pas précurseur, mais enfin en France, oui, peut-être, mais Oui. pas sur la scène internationale. Ensuite, on a évolué avec un chanteur et une musique de plus en plus complexe, plus prog. Et puis, moi, j'avais à côté voilà, des bouts de morceaux qui s'accumulaient, ce qui allait devenir le premier album de Monolith. Et c'était un petit peu trop extrême, un peu trop Doom extrême pour Antemon. Donc, à l'origine, ce que je voulais, c'était sortir un album, histoire de sortir ça, d'utiliser ce matériau-là qui me semblait intéressant. Et puis, après le premier album, voilà, il y a eu l'envie d'en faire un deuxième, etc. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, jusqu'à que ça devienne mon groupe principal. Mais au départ, c'était aussi un projet solo et studio.
C'est-à-dire qu'il y avait moi et autour de moi, je faisais venir des amis musiciens qui venaient enregistrer. Et puis on est devenu un véritable groupe que lorsqu'on a commencé à faire du live bien plus tard. Le live, ça arrivait à partir de 2015, donc le groupe était déjà vieux à Oui. ce moment-là. Ouais, quand même. C'est-à-dire que Antemon et Monolith ont coexisté? Oui, ça a coexisté pendant un petit moment, mais pas longtemps, parce que Antemon a splitté en 2007. Mais la dernière sortie d'Antemon, c'est 2005. Le dernier album sorti avec Antemon, c'est 2005. 2005, c'est la date aussi de sortie du deuxième album de Monolith. Donc voilà, ça a cohabité. Et puis ensuite, Monolith est devenu mon groupe principal. Par défaut, en fait, parce que j'en avais plus d'autres. Oui, ok. Bon, question, je me permets mon Dutch avant de te laisser la balle. On a souvent l'habitude de poser cette question-là, et ça va être intéressant aussi, mais comment t'en es venu au métal dans ton parcours? Alors on va peut-être pas faire l'évidence de quel groupe t'écoutais, les parents machin et tout ça, mais comment dans ta vie t'en es arrivé à kiffer le métal et à te mettre là-dedans? Alors, en fait, moi je me suis intéressé à la musique par l'intermédiaire de ma sœur qui, alors à l'époque, c'était les premiers radiocassettes, on pouvait enregistrer la radio, donc ma sœur enregistrait la radio, puis de temps en temps il y avait des choses qui m'interpellaient. Alors je me souviens qu'il y avait à l'époque à la radio on pouvait entendre du Genesis, des trucs comme ça. C'est toujours des trucs un peu plus sombres. Suite à ça, il y a eu la grande découverte pour moi qui a été Pink Floyd. Ce qui m'a réellement amené vers l'écoute de la musique plus intensive, hein, c'est avoir des disques, etc. Voilà, bon, moi j'étais content avec ça, avec Pink Floyd, avec le rock des années 70, le rock progressif, etc. Mais il y a eu une révélation en fait. J'avais un pote en fait qui était amateur de métal et qui m'a prêté un album de Iron Maiden. Et là, ça a été la baffe absolue en fait. Je m'intéressais déjà à la guitare, mais en fait, ce qui m'attirait, c'était la guitare. Enfin, je trouvais. Tu vois, c'est Iron Maiden. Hein, aujourd'hui, ça paraît gentillet, mais à l'époque, j'avais jamais entendu des guitares comme ça, qui jouaient si vite. J'étais particulièrement impressionné par les solos. Donc c'est comme ça que voilà, je m'y suis intéressé. J'ai creusé d'abord Maiden, etc. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc c'était vraiment. On y allait vraiment petit à petit. On achetait des disques au pif. Moi, j'avais très peu de connaissances moi, j'étais jeune ado. Hein. D'autres ados comme moi qui écoutaient du métal, il y en avait très très peu. Hein. Moi, je viens de l'est de la France, d'une petite ville, il y en avait très très peu. Voilà, donc de fil en aiguille, on se forge comme ça une culture musicale, on commence à acheter des magazines, etc. Et puis, voilà, au début, c'est une vraie passion dévorante. Puis parallèlement, en fait, il y a l'envie d'en faire soi-même. Donc, c'est comme ça aussi que je me suis mis à faire de la guitare pour pouvoir imiter mes héros, en fait. Donc il y a un monde où tu as les cheveux longs et tu fais des solos de guitare de Iron Maiden dans ta chambre en slip adolescent, c'est ça? C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une photo exactement telle que tu me décris là, tu vois, prise par ma mère. Battle Jacket et tout? Avec quoi? La Battle Jacket. Non, en slip, vraiment en slip. Ouais, mais slip Battle Jacket, ça se gère. C'est métal, hein, c'est validé, ouais, c'est approuvé, non, hein, c'est approuvé métal. Non, Bien, la photo en off, s'il vous plaît, monsieur. Ok, donc d'après ce que tu racontes, t'as attaqué la guitare un petit peu comme ça, en mode je prends un manche et je commence à gratouiller, ou t'as tout de suite compris qu'il fallait aller dans un cursus scolaire de guitare par exemple? Est-ce que t'as un cursus scolaire? Non, j'ai pas de cursus scolaire. Je me souviens très bien que ma guitare, ma première guitare, j'ai failli jamais l'avoir. Moi, je viens d'un milieu modeste, hein, d'un milieu ouvrier. Pour mes parents, acheter une guitare, c'était quelque chose de... C'était un peu un caprice, quoi. Donc moi, pour ma mère, c'était hors de question. Et c'est mon père, en fait, qui s'est dit, bon, bah... il veut faire de la guitare, c'est quand même mieux ça que d'aller se droguer comme un con... avec d'autres jeunes le soir, donc il m'a acheté une guitare en cachette en fait. Il a dit bon, tu dis pas que je l'ai acheté, tu dis qu'on te l'a prêté, machin. Donc ma mère pendant quelques temps, elle a cru que la guitare qu'il y avait à la maison c'était un prêt, quoi. Et avec mon argent de poche, en fait, mes maigres économies, je me suis payé des cours. Donc pendant je sais pas 3-4 ans, j'ai pris des cours de guitare quand même. Mais avec un mec qui Moi, faisait c'est ce du que jazz. j'appelle un petit cursus scolaire, hein, ça. À partir du moment où tu fais appel à un tiers qui a lui un background, on va dire, ouais. Alors, un cursus scolaire, on va dire classique, tu sais, mais ouais, t'as Modeste. utilisé le savoir de quelqu'un d'autre. Après, ma connaissance en solfège, etc., est assez basique. Hein, elle est pas très évoluée. J'ai pas fait le conservatoire ou des trucs comme ça. Moi, j'avais un prof qui était vraiment dans le pragmatisme.
Tu veux jouer ça, bon, ben, on apprend ce truc-là, on apprend les techniques de ce truc-là, je t'apprends à écrire la partition, ce truc-là. Voilà ce qu'ils font, là, ça s'appelle une harmonie, ça s'appelle un contrepoint. C'était vraiment, c'était vraiment comme ça, donc c'est pas académique dans le sens conservatoire, etc. Mais oui, j'ai reçu des cours de quelqu'un d'instru dans la musique, ça c'est vrai. Très bien. Et est-ce que par la suite, tu as continué sur un mode, on va dire, autodidacte? Bah, alors déjà au niveau, on va dire, éducation musicale, j'ai dû m'arrêter à un moment faute de fric, hein. Ouais, d'accord. Déjà les cours c'est cher, hein, quand même, les cours de guitare. C'est Ouais, cher ouais. maintenant, mais à l'époque c'était déjà cher. Et pour ce qui est de la composition, en fait, qui est en gros, je vais pas dire mon point fort parce que je veux pas me la péter, mais qui est ce qui m'intéresse le plus dans la musique composée. euh, Bah, ça, c'est de la pratique, en fait. C'est exactement pareil que la pratique instrumentale. Tu écris d'abord de la merde, ensuite des trucs un petit peu moins merdiques, ensuite encore un petit peu moins, et puis petit à petit, tu commences à faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Les gens te disent ouais, il est bien ce riff. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai fréquenté pendant un moment un studio de répétition de la ville dans laquelle j'habitais. Et il y avait un trafic de riffs. C'est-à-dire que les guitaristes qui faisaient du métal, ou même certains qui faisaient du rock, se faisaient écouter les riffs qu'ils avaient trouvés, donc on les jouait, et puis on se les échangeait. Tiens, je te donne ce riff-là, tu me donnes celui-là, etc., etc. Donc on faisait du trade comme ça de riffs, c'était marrant. C'est Putain. stylé ça. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était sympa. Donc, on avait des groupes dans lesquels il y avait des riffs qui étaient écrits par des gens qui faisaient pas du tout partie du groupe, en fait. Donc c'était assez amusant. Mais bon, c'était quand même de la merde comparé au standard que j'ai aujourd'hui. Ça fait rigoler, en fait, ce qu'on faisait. Mais bon, faut bien commencer quelque part, quoi. Oui, voilà, oui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, c'est comme une caisse à outils. À un moment donné, il te faut des outils, plus d'outils pour atteindre une certaine technique ou un certain but, tu vois, que tu t'es fixé en termes de composition. Il y en a qui reprennent des cours sur le tard parce qu'ils ont plus ou ils n'ont pas assez d'outils, on va dire, pour accéder à ce qu'ils voudraient faire en termes de compo. Tu vois, c'est comme ça Ouais. que je l'entendais en fait. Ouais, bien sûr. Mais bon, enfin, là-dessus, moi, je suis très autodidacte, hein. Moi, ce qui m'a vraiment permis de faire un bond, en fait, c'est l'achat d'une boîte à rythme. Alors, c'est La plus qu'une boîte à rythme. TR-808. Alors non, c'est la Boss DR5. C'est la Boss DR5. On pouvait faire de la batterie avec, mais aussi on pouvait rajouter d'autres instruments. Donc moi je programmais de la batterie, je programmais des synthés, je programmais une deuxième guitare. Bon, le son était évidemment pourri, mais en fait tu pouvais jouer accompagné et je pouvais enregistrer des démos parce que voilà, le fait de pouvoir m'enregistrer, c'est aussi quelque chose qui m'a fait progresser. Mais tout ça, en fait, j'ai appris tout seul en bidouillant, en essayant. Empiriquement, la meilleure façon d'apprendre au final. Bah, pour ce qui est de la compo, moi je pense que oui. Vous savez qu'en cours de musicologie à la fac, il y a des cours de composition. Je pense que ça peut avoir son intérêt, mais c'est pas ça qui va vous apprendre à écrire des bons riffs et des bons titres. Voilà, le fait de connaître la musique des autres, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir l'analyser, de savoir l'étudier, mais c'est pas suffisant. À un moment donné, il faut avoir quelque chose à dire, en fait. Ça peut paraître un peu cliché, mais la musique, c'est aussi un moyen d'expression. Donc à un moment donné, tu veux exprimer quelque chose de pas forcément tangible. Et la musique, c'est bien pour ça. Donc voilà. Après, effectivement, il faut quelques outils théoriques et même techniques. Alors moi, je faisais ça vraiment à l'arrache, hein, encore une fois, hein, faute de moyens financiers, en fait. Moi, mes démos, je les enregistrais en copiant une cassette sur une autre cassette et puis en jouant par-dessus à chaque fois. Donc j'avais comme ça 5-6 générations, donc avec un son pourri. Mais au moins à la fin, tu avais un son, t'avais un morceau avec de la batterie, de la basse, de la guitare, etc. Et tu m'étonnes que tu te fais le fer de lance de l'anti-gentrification du métal avec avec ce passif de clochard. Putain, mais c'est parfait, j'adore. Et on va rester dans du classique justement, mais tu disais un petit peu sur ta réflexion. Mais c'est quoi tes grosses influences? Parce que là, tu nous as parlé de Iron Maiden par rapport à ton départ, mais pour rester dans ce doom là justement, quels ont été les groupes qui t'ont fait justement basculer
basculé dans le Doom où tu t'es dit ouh putain ce style Bifurqué, ouais la parce que bifurque là, à quel Mike- moment là, tac tac. Mais en fait, le Doom, on va dire, c'est un petit peu plus tardif parce qu'au début de mon parcours, moi, j'écoutais ce que tous les métalleux écoutaient à mon époque. Moi, je Ouais. suis né en 1977, je commence à écouter du métal fin 80, début 90, on va dire plutôt début 90. On écoute tous Iron Maiden, Slayer, Metallica et trucs comme ça, tu vois. Et c'est aussi une période où le death metal arrive. Et on se prend tous une grosse baffe à écouter du death dans tous les sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les groupes qui ont un petit peu de mélodie. Parce que les groupes qui bourrinaient du début à la fin, ça m'intéresse un petit peu moins, je trouvais ça un peu monotone. Et donc, ça étonne parfois les gens quand je leur dis, mais moi, des groupes comme Pestilence et tout ça, des groupes qui savaient ralentir, qui savaient mettre de la mélodie, c'est des groupes qui m'ont influencé en premier lieu. Et ensuite, un peu plus tard, j'ai découvert les Anathema, les Paradise Lost, les My Dying Bride, en fait, quasiment que des groupes anglais. Et c'est ça ma base, ce sont ces groupes-là mes vraies racines. C'est pour ça que je tique toujours un peu quand on me parle de Funeral Doom, parce que Funeral Doom, ça arrivé plus tard. Oui. Et c'est beaucoup arrivé par les groupes finlandais, tout ça, qui en fait m'ont pas influencé, parce que je faisais déjà de la musique quand ces groupes-là ont commencé à percer un peu et tout ça. Donc voilà, Les chemins se sont croisés en fait. ouais, c'est ça. Ouais, un petit peu côté un avant-gardiste du funéral mais avant l'heure quoi, tu vois, c'est Après, ces groupes-là, Skepticism et compagnie, ils ont sorti des albums bien avant nous quand même, hein, mais je les connaissais pas nécessairement dès qu'ils sont apparus, quoi. Bah écoute, tu sais quoi, regarde, on est pas mal en termes de timing, on va faire une démonstration sonore directement de ce que tu nous proposes avec du coup Anathema, c'est toi qui nous as proposé, donc au retour de ça, on va faire l'habituel pourquoi tu nous as choisi ce morceau et on va s'envoyer du coup Anathema avec le morceau Sunset of Age et puis on revient tout de suite les branleurs les branleuses, c'est parti, let's go.
Et de retour les trous de balles, c'était donc Anathema avec Sunset of Age et l'évidente question qu'on pose à chaque fois. Mais Sylvain, pourquoi tu nous as proposé ce morceau? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Je vous ai proposé ce morceau pour 2 raisons. Déjà, vous passez jamais ce genre de musique dans Contact, donc c'est bien de changer un peu. Ouais, Et puis, c'est un morceau que Pourquoi j'adore sur un album assez culte et ultime du Doom Death, en fait. C'est le deuxième album d'Anathema, Silent Enigma. Voilà, qui est un chef-d'œuvre du style, à mon avis. J'aime particulièrement ce morceau parce qu'il est vachement lancinant. Il y a la puissance et le côté planant en fait, que j'aime dans la musique, hein. Il y a l'aspect très métal, guitare très saturée, etc. Le chant rauque et puis en même temps un côté vraiment planant, éthéré. Enfin, tout l'album est un peu comme ça, mais j'aime particulièrement ce morceau-là. D'ailleurs, j'ai piqué un riff. J'ai piqué le riff principal qui est pas tout à fait la même chose, hein, donc c'est pas si simple à reconnaître, mais le sur le fé- deuxième album de Monolith 2. Le félon, le fourbe. Et pourquoi t'as pas choisi un morceau de Monolith? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre trou du cul de Bud, là, il m'a pas donné les informations. Ça fait que moi, j'ai cru que c'était un morceau de Monolith. Donc, Arrête je de suis passé pour un chialer, on gros dirait trou du cul. Restless, là, Eh putain. non. Bah ouais, mais ça parce que je suis avec un connard là qui me fait passer pour un trou de balle devant l'invité là. Ah bah ça va, Suceur de t'as pas besoin Quan. de- Ah, t'as pas besoin de moi. Déjà, je lui ai donné un morceau de 7 minutes, il a chialé, il m'a dit que c'est trop long. Ouais, voilà, donc c'est qui la chialeuse là? Tu vois comment je me suis fait chier, je comprends pourquoi on passe pas du Doom, moi je te le dis. Alors je te rejoins là-dessus. Pourquoi on passe pas du Doom? Parce qu'on s'emmerde. Connard. C'est chiant. Non, je Non, rigole. c'est parce que vous êtes des ignares en fait. Vous êtes des, Ouais. vous êtes des ignares. La réponse. Ouais, non, Ouais, non, ouais. vraiment On c'est. n'est pas éduqué Ouais. au Doom, effectivement. Non, alors c'est pas du. J'ai pas passé du Monolith déjà parce que les morceaux sont longs et puis j'aime pas trop faire de l'autopromo comme ça. Voilà, je préfère. Ah ouais, mais on te promeut. Non, mais vous auriez pu choisir vous-même de mettre un titre, auquel cas. Bah ouais, si t'étais passé par moi, j'aurais insisté en fait. Alors que t'es passé par l'autre trou de balle qui a fait oui, Seigneur, Lord, Farquaad, je sais pas quoi là. 7 minutes, mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute pendant 7 minutes? Non, mais voilà, mais. Désolé, je suis passé par un gros trou de balle en off parce que moi j'ai cru que c'était Monolith. Non, Voilà. mais c'est pas grave. ça Bah arrive. quand même. Tu Putain. nous as quand même dit que t'étais fatigué avant qu'on commence, donc ça va t'être pardonné. C'est vrai. Tout C'est est vrai. pardonné. Tout est pardonné. Je t'ai pardonné. Bon, moi j'avais une question. Tu nous as dit que c'était ton projet, en fait, un projet solo à côté de Antémone. J'ai bon, hein, parce que. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est toi qui as généré tout ça, généré ce projet. Comment ça a évolué? C'est-à-dire que tu as l'idée au début, ou est-ce que tu as laissé déjà une part des responsabilités aux autres musiciens? Est-ce qu'ils avaient leur mot à dire? Et comment tu as géré ça au fil du temps jusqu'à aujourd'hui? Alors, ça a évolué au fil du temps, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment le maître d'œuvre qui me suis entouré d'amis musiciens pour m'aider à enregistrer les albums. Donc, sur le premier, il y avait Nicolas de The Old Dead Tree, il y avait Benoît qui est toujours dans le groupe aujourd'hui. Il jouait à l'époque dans un groupe de death metal dont je me souviens plus le nom. Richard Loudin qui était connu pour Desponde. Il a aussi joué dans Brandbar et d'autres groupes. Aujourd'hui, il joue dans un groupe de black metal. Alors là, le nom du groupe m'échappe maintenant. Enfin voilà, c'était des interprètes en fait. Je leur disais, bah voilà, il faut jouer ça. Et puis voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Ça m'évitait déjà une charge de travail pour les guitares, la basse, tout ça. Puis pour ce que j'étais pas capable de faire, genre le chant, voilà, ça me permettait d'avoir des gens compétents. Donc on a fonctionné comme ça pour les 4 premiers albums, avec un peu des va-et-vient en fonction de qui j'avais envie d'avoir dans le groupe. Sauf Benoît qui était là tout le temps. Et puis à partir de 2015, j'ai voulu monter un vrai line-up parce qu'on avait beaucoup de propositions de concerts à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, c'est quand même con, j'ai toujours refusé de faire des concerts, mais on a des très bonnes propositions, dont une, on boucle la boucle en Russie. On avait une proposition à Moscou. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai monté un line-up live précisément pour ce concert-là, puis ce concert n'a pas eu lieu parce qu'à ce moment-là, le rouble s'est cassé la gueule et eux, ils n'avaient plus le moyen de faire venir des groupes européens en fait. Donc on l'a pas fait. Mais on a fait très vite des gros festivals, etc. etc. Donc on a eu là un line-up fixe, assez stable, jusqu'à assez récemment en fait, où voilà, 3 personnes. Enfin, j'ai montré la porte à 3 personnes. Pour ce qui est des responsabilités, en fait, moi, je me suis toujours occupé à quasiment 100% de la compo. C'est ma vision en fait de la musique en fait dans Monolith. Il y a déjà eu des collaborations, mais assez peu en fait.
Et pour ce qui est en fait de la vie du groupe, hein, c'est tous les bon, vous jouez tous les deux dans des groupes, donc vous savez ce que c'est. Il y a beaucoup de choses à faire autour de la musique aussi. Là, au fil du temps, j'ai délégué de plus en plus. Déjà parce qu'il y a des trucs qui moi m'emmerdent, alors que ça dérange moins d'autres. Et puis il y a des choses que Du genre par exemple la prospection de concerts ou des trucs administratifs, ça j'aime pas trop faire. Et puis récemment aussi, j'ai beaucoup délégué les interviews. Parce que en fait, dans certains médias où je suis apparu déjà plusieurs fois, j'ai plus grand-chose de nouveau à leur dire, donc c'est bien qu'ils aient du sang neuf. Et puis c'était aussi une opportunité pour présenter un peu les nouveaux et puis les intégrer plus. Moi, je pouvais pas, comme Metallica, filer $1 million de dollars aux nouveaux arrivants, donc je leur ai dit, ben voilà, vous faites des interviews, vous participez aussi à votre manière pour qu'ils se sentent intégrés, pas juste des hired guns, comme on dit en anglais. Alors, je sais pas quel est l'équivalent en français. Des mercenaires. Ouais, ok. Ah oui, ouais. Ok. Donc, en fait, moi, j'aime bien parler de monarchie constitutionnelle ou de dictature constitutionnelle. C'est-à-dire que je tranche, je décide, mais j'écoute ce que les autres ont à dire. J'écoute, je prends en compte ce qu'ils disent. Dans ce sens-là Parce que si d'abord tu tranches et que t'écoutes après, ça marche pas. Si c'est-à-dire t'écoutes et que- qu'après tu tranches, là Oui. ça marche. Alors, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Alors, quand il y a une décision à prendre et qu'il n'y a pas l'unanimité, je tranche. Mais disons, je donne des orientations, on va dire, générales. Et Mais c'était par ma contre- prochaine question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu avais une vision déjà de ce que tu voulais faire ? Ouais, complètement. Est-ce que tu voulais pas un truc par exemple instrumental, puisque tu as parlé du chant, tu t'es pas dit bon, vu que je sais pas chanter ou que ça va être une galère pour trouver un chanteur, ce que tout le monde sait dans la zik, un bon chanteur, je me contente de faire de l'instrumental, tu vois ? Est-ce que tu t'es pas posé des choses comme ça, ou est-ce que avec tes connaissances, au fur et à mesure, tu as pu piocher à droite à gauche et avoir des J'ai pu avoir un chanteur tout de suite en fait, en la personne D'accord, ok. de Richard. Non, franchement, j'ai pas pensé du tout à ça. En plus, on était dans une période où tout le post-metal, instrumental, tout ça n'était pas arrivé. Moi à l'époque, je le dis franchement, j'étais pas du tout visionnaire sur ce truc-là, je le sentais pas, moi, de la musique instrumentale. Pour moi, tout le monde allait se faire chier, quoi. D'ailleurs, hein, c'est encore le cas, moi, quand j'écoute du post-metal, mais bon. Oh mais toi, mais... Oh, mais... Non, On réglera instrumental, nos je veux comptes dire. en off, on réglera nos comptes en off, c'est bon. Doom T'as contre raison, hein, Post, Ta gueule toi aussi là. T'as raison, parce que quand on trouve des excuses à un batteur qui flotte, moi c'est qu'on Arrête. n'est pas du tout objectif en fait. Amènera, pour pas le citer. Ah oui. Ouais, bref, on Non, regarde. enfin, ouais, c'est pas la musique qui m'attire le plus, mais bon, c'est anecdotique. Ça par le rapport à mérite ce que je d'exister. Non, mais moi je chambre parce que juste ça fait chiais l'autre gonze. disais. Non, mais hein. puis il y a des groupes très bien aussi, mais c'est juste que sur Bien le sûr, long terme, je m'ennuie un peu, c'est surtout ça. T'as pour un Bref. mec qui fait du Doom, tu t'ennuies pendant que t'écoutes du post, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Où va le monde? Bah, c'est ça qui est paradoxal, ouais. Parce Ouais, c'est que vrai. vous êtes quand même des cousins proches. Non, hein. mais le Doom, c'est pas chiant. Vous dites ça parce que ça vous parle pas, mais il se passe beaucoup de choses. Moi j'avais une question aussi, c'est est-ce que c'est pas le cousin un peu en surpoids, feignant, du style, tu vois? Du style de quoi? Du style de métal? Bah ouais. Le Doom, il y a des gros amplis, faut que ça sonne gros, faut qu'il y ait du Il faut que tu volume. Non mais j'ai écoutes écouté. Hein. des grands disques de Doom pour te faire un vrai avis. En fait, là, quoi c'est que par j'ai mes écouté, connaissances. putain C'est par mes connaissances que tu parles. Là. Euh, Non. on peut aussi parler d'un phénomène qui moi m'agace, c'est que le nom Doom a été phagocyté par un autre style de musique qui est un genre de stoner un peu doomisant, qu'on appelle le Doom, qui n'est pas du Doom pour moi. Le Doom, ça vient du heavy metal, hein, c'est Candlemas, le géniteur réel du Doom. Bon, si on exclut Pentagram, Black Sabbath et tout ça, les pionniers, le terme Doom réellement est arrivé avec Candlemas. Et c'est du heavy metal, plus lent et plus lourd et plus triste aussi parfois. Et ensuite est arrivé le Doom Death, etc., etc. Et beaucoup de groupes qu'on appelle Doom aujourd'hui n'ont pas du tout ces racines-là. Donc pour moi, c'est pas du Doom. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que les deux mots sont souvent liés. Stoner Doom. Oui, mais le stoner Doom, c'est du stoner d'abord, avec du Doom Ouais, c'est dedans. ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Voilà. Ouais, Mais bah, enfin bon, ça c'est vient chiant. pas du quoi. heavy metal, ça vient du rock 70s. Et bon, moi personnellement, je suis pas très client de ce style-là, et c'est pour ça que ça m'agace, c'est que dans le Doom, il y a du métal. Enfin, il y a aucun doute. Là, quand vous écoutez Anathema, c'est du métal. Enfin, c'est pas du hardcore, c'est pas de la musique 70s, c'est du métal. C'est du heavy metal lourd, lent. Ça vient du heavy metal et du death metal.
Donc les racines sont très différentes de ce que beaucoup appellent Doom aujourd'hui. Tu le sens le gatekeeper, Bud, là? Mais sans... Bah, il faut forcément l'être un peu, il faut de tout. Il faut être ouvert et puis il faut en même temps garder des bases pour pas que ça devienne n'importe quoi. Voilà. Donc oui, je fais un peu de gatekeeping là-dessus parce que il faut aussi... il y a l'histoire du style, quoi. Faut pas que ça disparaisse. Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a besoin parce qu'il y a eu trop de dérives, mais ça se retrouve justement dans beaucoup de styles où, oui, comme je te reprends, mais il y a eu du phagocytage et on avait eu l'occasion vite fait d'en parler, mais comme le post-hardcore, entre ce que ça représentait à la base, le post-hardcore, et ce que ça représente aujourd'hui, mais ça a plus rien à voir. Donc, ouais, il y a eu... De la merde, comme d'hab. Ça n'a jamais changé. Ouais, mais avant, il y avait de la merde, tu vois, jaune, et après, elle est devenue marron, et c'est pas exactement la même. Donc, du coup, faut quand même faire un peu de distinction. Bon, ok. Mais je suis gatekeeper, mais pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que dans mes propos, je le suis un peu, mais dans la musique que je fais, pas tellement. Parce qu'il y a des groupes qui font du Doom Death, qui font exactement la même musique qu'au début des années 90. C'est la même chose, sauf que c'est avec une production moderne. Voilà. Et eux, ce sont les vrais gatekeepers. Ils font vivre un style qui, au fil du temps, ils vont pas évoluer. Monolith, c'est complètement différent parce qu'on a évolué à tel point où certains élitistes du Doom considèrent qu'on fait plus du Doom. D'ailleurs, là, nous, notre label continue à nous appeler Doom. Nous, on dit ça serait peut-être plus malin de dire Dark Metal et tout ça, parce que c'est pas juste du Doom. Il y a plein d'autres influences dans ce qu'on fait depuis quelques albums. Même si les racines sont 100% Doom, il y a tellement d'autres choses dans notre musique aujourd'hui que pour certains, c'est un peu compliqué. Parce que nous, on essaye de faire évoluer ce qu'on fait, puis en même temps, ça fait évoluer le genre un peu. Alors, je dis ça très modestement, évidemment, mais le Doom qu'on fait est pas pur. Alors, est-ce que tu te fixes un cap? C'est-à-dire, est-ce que tu veux justement faire évoluer ta musique ou tu te restreins à pas franchir certaines barrières qui pourraient te faire basculer justement dans un autre style? Non, je me restreins pas parce que, en fait, la musique que je fais avec Monolith, c'est celle que je suis capable de faire. C'est celle qui me représente le plus. Tu la calcules pas? Voilà, je la calcule pas. J'ai pas besoin de beaucoup d'efforts parce que ce soit les thématiques, que ce soit la musique, les ambiances, en fait, elle représente ce que je suis. En fait, on s'est bien trouvé. Voilà, D'accord. J'aurais pu faire d'autres musiques, et d'ailleurs, j'ai essayé de faire autre chose parfois, par intérêt, etc. Mais j'en revenais toujours à des choses qui ressemblaient à Monolith à la fin, parce que c'est la musique que je sais faire, c'est la musique qui me représente. Et si je fais autre chose, ce sera peut-être un peu forcé ou un peu moins intéressant. Alors que là, je pense modestement encore proposer des choses intéressantes parce que c'est la musique que je suis capable de faire, c'est la musique que je suis capable de fournir. Ok, c'est très joliment dit ça, vous vous êtes trouvés. C'est très joliment dit. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, putain. Tu sais, c'est comme un sportif qui est bon dans son sport naturellement, tu vois. Bon, ben là, pour moi, pratiquer ce genre-là de musique, c'est juste naturel, voilà, ça me ressemble. Ok, oui. T'as trouvé ton style. Ouais, il y a comme tu dis, il y a des sportifs qui passent à côté de ce qu'ils aiment, ou même dans d'autres trucs d'ailleurs, hein, même pour le travail, pour plein d'autres choses. Et avant de laisser la parole, parce que je parle un petit peu beaucoup. Et pour une fois. Tu parlais d'influence, et donc moi j'ai écouté un petit peu, j'étais pas trop au fait, hein, pour être honnête. Parce que, pour être tout à fait transparent, je trouve ça un peu chiant le Doom. Ça va. Non, mais voilà, au moins. Ça va, vous l'avez dit 10 fois. Donc c'est ça, en termes de transparence. C'est chiant, je me fais chier la tub. Bon, bref. Et du coup, par contre, tu vois, j'ai écouté quand même, j'ai fait l'effort. J'ai trouvé que sur le dernier album, il y avait des influences un peu Septic Flesh. Sur le côté plutôt planant de Septic Flesh. Alors, Septic Flesh, j'étais très fan des premiers albums. J'ai souvenir d'avoir acheté le premier Septic Flesh à Holy Records directement, l'avoir commandé par téléphone en 1994, je crois, donc à sa sortie. Donc je connais bien Septic Flesh. Par contre, j'aime pas du tout ce qu'ils font maintenant. Donc, si l'idée c'était de dire il y a du Septic Flesh première période, certainement, parce que ça fait partie des groupes que j'ai beaucoup écoutés à une époque, ouais. Bah, y a pas le côté agressif, évidemment, tu vois, mais ils ont un côté dans leur musique où c'est un peu nostalgique, c'est un peu planant. Bah, y avait beaucoup ça dans les premiers, hein. Beaucoup plus que l'agression. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de riff. Il y a plus de riff dans ce qu'ils font. C'est un orchestre avec une batterie qui fait... qui va à 3000 à l'heure. Qui va à 3000 à l'heure, et puis des riffs qui la basse qui font la même chose, des trucs pas intéressants. Voilà. Alors qu'avant, il y avait une vraie recherche musicale avec des riffs de guitare. Pour moi, c'était beaucoup mieux avant, mais bon. Voilà, mais c'est plus dans la colorimétrie de la musique, tu vois. C'est plus dans les couleurs, dans ce qu'ils choisissent. Mais tout à fait.
Moi, je me suis shooté à ces styles-là de musique. À l'époque, on appelait ça de manière plus générale le metal atmo. Donc, oui, il y avait Septic Flesh. Il y avait, d'une manière générale, la scène grecque qui était beaucoup là-dedans. Il y avait des groupes comme Moonspell aussi. Il y a aussi les groupes de Doom originaux dont je parlais tout à l'heure, Paradise Lost, Anathema et My Dying Bride, qui ont évolué et ont fait d'autres choses aussi. Moi, j'ai suivi ces évolutions-là et ça m'a plu. Donc, oui, en fait, toute la période années 90, l'évolution du métal extrême notamment, qui au début était très extrême et puis est devenu plus accessible, ça fait partie de mon ADN musical, clairement. Bah en tout cas, moi j'ai retrouvé des choses, des ambiances, des couleurs, des... Bah écoute, pour moi c'est plutôt un compliment qu'autre chose, c'est très bien. Influence assumée, ça veut dire. C'est pas une influence, Oui, c'est pas que fait je exprès. citerais. Oui, voilà, c'est plutôt une digestion en fait, parce que ça fait partie de l'ensemble de groupes que j'ai beaucoup écouté à une époque. Ouais. Bon, je te laisse la parole pour Allez. des trucs un peu plus Merci. généraux. Non, je voulais faire un parallèle tout à l'heure pour sortir un petit peu des influences et tout ça. Nous, on a l'habitude, on te connaît, on sait très bien que tu es sulfureux par rapport à tes prises de position, par rapport aussi au fait que tu ne bouges pas de justement de ces prises de position. Tu ne fais pas le dos rond, tu ne courbes pas l'échine à la bien-pensance et à l'injonction à la bien-pensance actuelle qu'on sent sur cette putain de scène de merde. Et je voulais savoir si ça avait eu un effet délétère sur Monolith, si tu avais vu une baisse de promotion ou alors un dénigrement de la part de certaines personnes de la scène, voilà. Est-ce que le fait que tu aies des couilles fout la merde dans Monolith, pour faire plus simple? Alors déjà, je voudrais revenir sur le terme sulfureux parce que je suis pas nécessairement d'accord avec l'emploi de ce terme parce que c'est être C'est pas raisonnable. Fida Turner, quoi. Non mais être raisonnable par rapport à des gens qui le sont pas, c'est pas être sulfureux. Enfin voilà. Oui, en restant sur une base de bien-pensance, parce que sinon, non, Oui, voilà. c'est juste un mec qui dit ce que tu penses et qui assume. Mais en ayant le langage moderne, tu es sulfureux, malheureusement, malgré toi, tu vois. Mais comme l'ont été mes idoles musicales aussi à une époque, être musicien de métal, c'est aussi avoir une grande gueule, dire les choses, puis envoyer chier ceux qui sont pas d'accord. Moi, j'étais fan de Megadeth, Dave Mustaine, c'était un connard qui envoyait chier tout le monde et puis qui disait ce qu'il pense. D'ailleurs, il le fait toujours. Oui, il est toujours. Kerry King il est aussi. toujours con, Voilà, oui. Toujours un connard. Ouais. Ouais, alors il y a des connards, puis il y a des gens, tu te dis, bah putain, c'est bien, le mec, tu l'emmerdes, il t'envoie chier, voilà, au lieu de s'excuser platement comme un homme soja, voilà. C'est donc. Et moi aussi, j'ai été élevé par un père qui avait aussi pas la langue dans sa poche et tout ça, donc j'étais habitué à ça aussi, à pas me laisser écraser, quoi. Ok. Surtout que moi, quand j'étais petit, j'étais assez fluet, donc il y avait un contraste entre mon côté Joe Dalton et puis le physique, quoi. Et aujourd'hui, alors pour répondre à ta question, est-ce que Monolith subit les foudres de gens pas contents? En fait, pas à ma connaissance, j'ai pas l'impression. Après, peut-être que pour des recherches de concerts, des trucs comme ça peut jouer. Peut-être que c'est déjà arrivé que certains se disent « Ah bah lui, c'est le mec du podcast. Hors de question que je fasse jouer son groupe. » C'est peut-être arrivé, j'en sais rien. Mais non, j'ai pas vraiment cette impression, en tout cas. Ok. En tout cas, si ça l'est, c'est pas public. Ça sera dans ton dos, quoi. Bah ouais, voilà. C'est pas... Personne m'a dit ça en face ou enfin, j'ai pas eu de retour de ce type-là, en tout cas. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Parce que bon, tu serais, enfin, j'imagine que tu comprendrais tu comprends pourquoi je pose cette question et tu comprendrais justement que avec la vérole et la gangrène de cette scène là, il y a des gens qui se disent ah bah il a dit ça, vu que bon, apparemment maintenant quand tu prends position, t'es un fasciste et tout ce que tu veux et patati et patata. Du coup, voilà, je me sentais un peu légitime de poser cette question. Et du coup, qu'est-ce que tu répondrais ou comment tu agirais? En fonction, tu vois, c'est-à-dire si aujourd'hui tu sens que tu serais cancel ou alors qu'on t'empêcherait de faire évoluer Monolith sous prétexte que tu as des prises de position qui posent problème, est-ce que tu aurais une manière d'agir spécifique? Est-ce que tu as déjà pensé à une solution B? Allez vous faire enculer. Non, mais bah c'est un peu ça en fait, oui, c'est un peu ça, c'est aller vous faire enculer. Déjà, premièrement, dans le Secret des Dieux, c'est un podcast francophone, donc on parle en français, donc ça concerne les gens en France. Comme je l'ai dit au début, Monolith est essentiellement connu à l'étranger, donc je pense qu'il n'y a aucun impact à l'étranger. Donc s'il y avait des problèmes en France, on ne jouerait pas en France et puis ça s'arrêterait là. De toute façon, même en France,
Il y a, moi, je le vois avec le podcast, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Il y a des gens qui l'expriment publiquement dans les commentaires, puis il y a des gens qui m'envoient des messages privés. Il y a beaucoup de musiciens de la scène française qui m'envoient des messages pour me dire putain, c'est bien, tu l'as défoncé ce con et je sais pas quoi. Il y a certains youtubeurs par exemple dont j'ai parlé. Je vais pas dire à l'antenne qui c'est, mais j'ai des musiciens très connus qui me disent putain, mais ça fait trop plaisir que quelqu'un dise enfin ça sur lui, etc. Peut-être que vous avez eu ça aussi vous de votre côté, mais voilà. Bah, nous, on veut des noms. Bah nous on veut des noms et puis bon non, on n'a pas ce rayonnement, on n'a pas ton rayonnement encore. Non, pas à ce niveau-là. Non, je donne pas de nom tout simplement parce que s'ils me contactent en privé, c'est bien pour garder l'anonymat, donc je respecte ça, tout comme je respecte le vôtre. Alors je connais vos identités. Voilà. Donc, Oui mais le youtubeur que t'as squeezé plutôt, c'est ce nom-là qu'on veut nous. Ah oui, pas les gens. ouais, c'est Max Wahimi. Ok, D'accord. Oui, non, c'est pas les gens qui te l'ont dit, pas du tout. Là, non. Et pourtant, Non. je l'ai fait venir dans le podcast aussi. Oui, mais c'est donc, ça qui est respectable de ta part. C'est justement ouais. pour ça que justement nous on te respecte, c'est que. Et j'ai été très correct bon. avec lui. Je l'ai accueilli carrément. comme tout le monde et tout. Je l'ai pas. C'est normal en fait ça. Oui, voilà. J'invite quelqu'un chez moi. Je me comporte bien avec lui. Même Puis si il on jette est pas des d'accord. petits fours dans la Ouais. gueule. Bah non, ça c'est On m'a reproché d'avoir fait venir Redmar et de pas lui avoir dit que c'était un nazi et tout ça. Mais les mecs. J'invite quelqu'un à ma table quasiment, je vais pas lui dire bon bah je t'ai invité mais t'es un nazi, mec non, je lui ai posé 2-3 questions là-dessus, il m'a répondu et je suis qui pour lui dire non tu mens, etc. Il me dit un truc, ok bah c'est ce que t'as à dire, moi je suis personne pour remettre en cause ce que tu me dis. Oui. Et puis c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit quoi. Voilà, Tu vois. exactement, on parle de la carrière d'un mec qui est, quoi qu'on en dise, est un personnage important de la scène française pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait encore. Donc, il faut le respecter, il faut respecter les gens qui l'interrogent. Voilà. Donc. Et justement, et là, j'en reviens à ce que je disais avec Céleste au début. C'est que moi, quand on m'a emmerdé avec Redmar, je les ai tous envoyés chier. Il n'y a eu aucune conséquence derrière. Si là, on m'emmerdait avec Monolith pour ce que je dis dans le podcast, imaginons que ce soit Monolith qui doit aller faire une tournée en Russie. On irait faire la tournée et puis allez vous faire foutre. Et je suis sûr qu'au bout de 2 mois, tout le monde aura oublié cette histoire. Oui, Bien non, sûr. mais c'est Voilà. sûr, Bien bien sûr. sûr. Il faut juste pas s'agenouiller devant ces trucs-là. C'est la seule chose à faire. Après, ça serait peut-être une autre histoire au sein du groupe. Peut-être qu'au sein du groupe, il y a des gens qui te diraient non, oui. moi, j'ai pas envie d'aller en Russie, etc. Ce que je pourrais respecter. Au final, les gens dans ton groupe sont tes camarades. Sur certains aspects, notamment politiques, on n'est pas nécessairement d'accord, mais ça n'empêche pas la bonne entente. Justement, moi, je suis contrairement à tous les détracteurs et compagnie, je suis quelqu'un de très ouvert à l'opinion des autres. Sinon, de toute façon, tu ne trouves pas de musiciens en France, puisque 80% sont des gauchistes. Donc, ça va être compliqué de faire autrement. Ouais, il faut apprendre à fermer sa gueule, oui. Ouais, et je pense que je vais devant ces bottes, mais c'est vrai que t'es un porte-voix. À partir du moment où tu fais venir quelqu'un qui est critiqué sur ses positions, quelles qu'elles soient, bah, tu lui donnes une tribune, donc bah, dans la tête des simples d'esprit, tu lui donnes une voix, donc c'est pas bien, quoi, c'est mal. Donner une tribune, c'est être d'accord avec la personne que tu invites. Ouais. C'est ça, en fait. Exactement. Non, mais tu vois, en fait, c'est une bonne question parce que, imaginons Redmar, imaginons que réellement il soit d'accointance, extrême droite et tout ce que tu veux, et qu'il le dise ouvertement dans le podcast. Là, je lui aurais apporté peut-être une contradiction, quelque chose de différent. Mais là, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour sa musique. Sa musique n'est pas du tout là-dedans. Mais j'ai aussi une limite. Par exemple, Famine, le mec de Peste Noire, c'est pas un mec que je ferais venir. Parce que je considère que c'est un mec qui est à moitié un cas social, c'est un mec qui est Il va loin. pas clean. Il va très loin, ouais. Voilà, et ça non, parce que moi personnellement, ce genre de personnages, j'ai pas envie de les fréquenter. Voilà, il y a quand même de la nuance dans tout ça. Il y a quand même des gens qui réellement, selon moi, sont pas fréquentables, du moins pour moi. Après, chacun voit midi à sa porte. Et est-ce que tu inviterais quelqu'un qui est, tu l'as certainement déjà fait d'ailleurs, mais vraiment opposé à tes idées? Ah bah bien sûr, je l'ai déjà fait. J'en ai quelques-uns dans le podcast. Mais peu Et qu'il les importe. revendique, hein, par contre. Tu sais, qu'il Ah ouais, vient qu'il- les exposer. Ah, qui vient Ok. les exposer, non. Mais par contre, j'ai quelqu'un en particulier. Bon, je l'aime bien, donc je vais pas le citer non plus, mais qui est venu, qui a fait un dossier et en fait, qui ensuite a pris ses distances avec moi par rapport à ce que je disais dans le podcast, parce que je pense que probablement il avait peur d'être assimilé à moi par rapport à lui ce qu'il raconte à longueur de journée dans ses posts Facebook et tout ça. Mais Donc, assimilé ça, à oui. toi, ça veut dire que tu es assimilé à quoi, selon lui?
Non, mais tu connais, tu sais Bien comment sûr, ça je se connais, passe. mais je veux te le faire dire en fait. Assimilé à, si tu veux, la droite, l'extrême droite, c'est news, tout ce que tu veux. Tu C'est fais les le mots jeu de habituels. l'extrême droite, Sylvain. Voilà, Tu fais le jeu de l'extrême droite. c'est l'anathème habituel. Si tu es pas d'extrême gauche, tu es forcément d'extrême droite. Obligatoire. C'est comme ça aujourd'hui. C'est d'une tristesse absolue, mais c'est comme ça. Oui, car à la droite de LFI, c'est directement les nazis. Il n'y a pas Ah oui, de, bah voilà, pas de il y a pas demi-mesure. y a pas de demi-mesure. Et puis, Oui, on en a parlé déjà maintes et maintes fois. On t'a ouais. entendu en parler aussi maintes et maintes fois sur ton podcast. Ouais. mais être nuancé, c'est même pas suffisant. Tu peux pas. La nuance est impossible en fait. Tu peux pas juste. Bah non, parce que expliquer eux les ne choses. le sont pas. Voilà. Donc en fait, tu t'adresses aux gens qui sont capables d'écouter, puis voilà, puis c'est suffisant. Puis les autres, tu les laisses aboyer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En tout cas, pas chercher à les convaincre parce que c'est du temps perdu. Hein. Bon, popcorn, hein. Ouais, mais comme tu disais, par contre, pas céder, pas s'agenouiller. Ah non, ou- pas céder. tu vois. Non, surtout Voilà. pas. Voilà, donc, ça, c'est La important. la seule raison valable pour des excuses, c'est que si vraiment on pense avoir dit une connerie, fait une connerie, fait une erreur, dire une connerie à un moment où on s'est un peu emporté, on s'est un peu emballé, ça peut arriver. Moi, ça m'est pas arrivé, je pense pas. Euh, Ça, c'est la seule raison valable pour une excuse, mais sûrement pas parce que quelqu'un t'a dit de t'excuser et puis le faire platement parce que t'as peur de te faire cancel ou je sais pas quoi. Ça non. Messieurs, dames, c'est ce qui s'appelle les convictions. Exactement. Et ça fait du bien. Bon, tranchons un peu pour avancer le process. C'est quoi un petit peu l'actu pour Monolith 2025? Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Qu'est-ce que tu as en tête? Si tu as des dates à nous fournir, tout ça. Tout à l'heure, tu parlais de certains concerts un peu. Oui, alors comme je disais, on s'est fait un petit peu niquer là par un booker international avec qui on a signé, puis qu'en fait a rien foutu pendant 4 mois, donc sur 2025 on était un peu niqué. Mais on a quand même quelques dates, alors ce sont des dates modestes mais néanmoins intéressantes. On va donner 2 concerts en juin en Lozère et en Corrèze. Alors je me souviens plus le nom des villes parce que c'est des petits endroits, c'est des salles d'une centaine de personnes, donc ça sera assez intimiste. On joue à Paris le 11 octobre avec Misanthrope. Alors là, ça sera notre gros concert de l'année au Petit Bain, sur la péniche. Alors, il me semblait aussi qu'on était en pourparlers pour des concerts en septembre, mi-septembre. Alors, je ne sais plus où. Bon, je suis pas très précis. Hein. Trop de concerts, je sais plus où. Non, ouais, parce que en fait, pour être transparent, c'est pas moi qui m'en occupe là, donc je suis ça d'un peu loin. J'ai juste dit voilà, je suis dispo, mais voilà. Donc là, j'ai pas en tête les lieux, surtout que c'est pas des grandes villes. Paris, je m'en souviens, mais Oui, peut-être, des Et endroits. puis c'est 2 jours après la cérémonie, là, je sais pas quoi là. C'est 2 jours après les foudres que tu joues. Ouais. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être que tu en mangeras quelques-unes en dommages collatéraux, peut-être. Bah, peut-être que si tout ce beau monde est sur place, ils se déplaceront pour venir te voir jouer un concert. Quelque chose me dit que je ne serai pas nominé au foudre, tu vois. Tu parlais des Au conséquences. foutre du métal, j'en doute pas Ouais. une seule seconde, mais au foutre Quelque chose me dit que Monolith. il sera Cérémonie qu'on va monter nous-mêmes. Oui, le foutre du métal. Ok. Et en termes de création, en termes d'album, tu en es où un petit peu? Est-ce que tu as des trucs en tête? Est-ce que ça commence à composer pour le prochain? Même si Black Hole District n'est pas si vieux que ça, évidemment. Mais... En fait, Black Hole District, il est sorti en novembre, mais puisqu'il est sorti en novembre, ça veut dire qu'il a été composé bien avant. Donc, entre-temps, je me suis attelé à la tâche du prochain, donc qui est bien avancé, effectivement. Et je pense commencer à enregistrer des démos pendant l'été. Donc, l'idée, ça sera ensuite de travailler tranquillement dessus, enregistrement et compagnie, pour peut-être, j'espère, une sortie en 2026, un truc comme ça. Fin 2026, 2027, je sais pas, on verra. Et par contre, pour les concerts, moi j'ai été un petit peu. Enfin, mon cerveau s'est un peu embrouillé parce que j'ai vu qu'il y avait une tournée d'un certain groupe qui s'appelait Monolith avec Destinity. Donc, est-ce que ça pose pas problème qu'il y ait plusieurs groupes qui portent le même nom? C'est Monolith avec un Y, non, et sans E, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, je connais l'un des guitaristes, Julien, qui est très sympa, je le salue s'il nous écoute. C'est Ça pas vous tellement... dessert pas ça? Ouais, non. J'ai pas l'impression, parce que déjà, c'est pas du tout le même style de musique. Oui, c'est pas le même style. L'orthographe est pas la même. Et si tu vas sur Metal Archive, tu verras qu'il y a beaucoup de Monolith sans E.
Il y en a énormément. Par contre, il n'y en a qu'un avec un E, il n'y a que nous. Alors, est-ce que ça peut provoquer de la confusion chez les gens? C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. J'ai pas de retour dans ce sens-là en général. Mais alors, quand j'ai vu le nom Monolith avec le Y au début, je me suis juste dit que c'est pas très beau avec le Y. Ça a été ma première réflexion, mais pas que ça nous faisait de T'avais l'ombre. pas envie de casser ton ordinateur Non, pas vraiment, non. De toute façon, quand j'ai créé Monolith et que j'ai décidé de l'appeler comme ça avec le E, il y avait déjà un Monolith sans E, groupe de rock des années 70, qui s'est monté dans les années 70 justement. Mais j'ai hésité du coup à utiliser le mot Monolith, même si c'était en français avec le E. Mais je me suis dit non, j'ai trop envie de ce nom-là, donc parce que ça correspondait à un concept global en fait aussi de choisir ce nom-là, donc voilà, je l'ai choisi quand même. Donc on n'a pas non plus l'antériorité sur le nom, hein. Oui. Oui, mais bon, au moins t'assumes et puis voilà. Après, si t'étais enfin pas précurseur, mais si t'étais le premier au moins sur la France et sur le style Doom, il y a quand même le style qui est important et le pays qui est important. Après, pour trouver un nom qui a pas été usité. Ouais, mais fait chier. Oui, Ouais, ça fait toujours chier. Ah non, mais clairement, ça fait Ouais, chier. ça fait chier. Oui, Putain, ça t'as fait 2 chier. groupes en France qui ont le même nom. Enfin. Ouais, il y a aussi un groupe qui s'appelle Monolith Noir. Alors eux, Monolith avec le E, noir, et ils font de la musique électronique. Et eux, par contre, ils sont arrivés bien après nous. Et j'avais écrit au mec qui m'avait envoyé chier, un vrai connard, quoi. Bon, bah, ils font leur truc, mais bon, c'est pas un groupe qui a une grosse carrière. Mais de temps en temps, je tape Monolith dans YouTube, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis une vidéo live en ligne ou un truc comme ça. Et je tombe sur eux, et puis ouais, ça me saoule un petit peu plus ce groupe-là, même s'ils ne font pas du métal. Parce que j'ai essayé de communiquer avec le mec, mais gentiment, quoi. Bon, il n'était pas intéressé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bah moi je sais que ça a créé un peu de confusion parce que je t'ai cherché en fait. J'ai fait il est où mais en fait c'est pas lui, c'est pas son groupe, donc ouais, pour ceux qui connaissent pas trop, peut-être que ça apporte un peu de confusion, mais enfin voilà, moi c'est... Au cas où, vous le saurez, Voilà, branleurs et branleuses. voilà. Vous le saurez. D'ailleurs, pour les branleurs et les branleuses, où est-ce que tu privilégies le contact et pour te suivre sur les réseaux sociaux? Alors bon, bah, on est des boomers, hein, donc l'essentiel des Facebook. news, c'est Facebook. Moi, j'ai Avec horreur Geneviève d'Instagram. et Françoise. Bah, en fait, je pense que globalement, notre public est quand même est pas un public très très jeune non plus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... D'ailleurs, je serais intéressé de savoir si parmi les gens qui vont écouter l'épisode là, il y a beaucoup de gens sous la trentaine. Je pense que la majorité de notre public a plus de 30 ans. Après, je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être les jeunes, mais je pense qu'il y en a moins. Et du coup, eux, de toute façon, ils ne nous écoutent pas. Après, Instagram, moi, j'aime pas Instagram. Il faudrait tout simplement que je refile le bébé à quelqu'un d'autre pour faire plus de trucs sur Instagram. TikTok, on n'en a pas. J'ai jamais Trop eu pédé. TikTok sur mon... Bah, moi, je sais même pas à quoi ça ressemble, en fait. Je l'ai jamais eu sur Mais mon... trop pédé. Je veux dire, putain, les black métalleux qui ont TikTok, moi je comprends pas, je te jure. Je comprends Ouais, pas. bon, c'est de la promo aussi, hein. C'est de la C'est un visibilité, outil, on est d'accord. Mais putain, rien que par principe, TikTok quoi. Je veux dire, je sais pas. Ouais, il y a un truc un peu antinomique, ouais, je suis d'accord sur certains styles de métal qui puissent se promouvoir là-dedans à travers TikTok, c'est bizarre, hein, c'est un peu Ouais, tu te bizarre. retrouves avec, tu sais, sur les fils d'action quoi. T'as des mecs qui font des tutos sucette choupa choups et derrière, toi tu passes avec ton black metal. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Oui, enfin bon, Ça, je- le black metal a été bien gentrifié aussi, hein. Oui. Il y a un mec sur YouTube, il fait des trucs de cuisine là, avec du corpse paint, enfin c'est ridicule. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai qu'il a été dévoyé de manière assez violente, le black metal ces dernières années, faut l'admettre. Ouais, ça fait mal, ouais. Mais quand je dis black, je dis death, enfin je dis musique extrême quoi. Ouais, la musique extrême en général, ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est sûr que si tu te retrouves avec du hardcore, c'est ouais, C'est non, encore mais je veux pire. dire du metalcore. Du metalcore, ça paraît plus Ah oui. pertinent d'être sur TikTok que voilà que du black ou que du death tech ou des trucs comme ça, quoi. Mais je pense que pour Monolith, si on était, là on n'a pas de compte TikTok, mais s'il y en avait un, bon déjà je serais pas contre. Je pense que ça serait moins gênant pour nous parce qu'on n'a pas d'idéologie, on n'est pas placé idéologiquement en fait. C'est un groupe qui parle pas de politique, qui est pas dans une scène politique du tout. Enfin ni politique ni de lifestyle ni rien du tout. Donc peu importe, c'est un outil de com.
Après, pour le black metal et compagnie, c'est vrai que c'est bon. C'est un peu bizarre, effectivement. Ça correspond pas à l'ADN du style. Ouais, l'imagerie et tout. Enfin, je sais pas, il y a un Ouais. truc. Ça s'appellerait tactique. À la rigueur. Tu vois, il y aurait un côté militaire, des fourraillages. Je dis Commando. pas, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça Avec des comme cas là. aussi. Avec des Tu cas, vois ce que je veux dire? Avec des gros TikTok, caps. ouais, j'ai un peu du mal. Donc ouais, bah on a fait le tour. Moi en fait là, je suis en train de sauter sur la phrase parce que je vais laisser mon ami Bud prendre des rames. Obligé. Et je vais te remercier. Je vais te remercier chaleureusement d'être venu nous parler de ta musique parce qu'en fait, pour ma part, je pense qu'on parle pas assez de ta musique et on parle un peu trop du personnage médiatique entre guillemets. Ça c'est mon avis personnel. Donc on voulait rectifier un peu le tir à notre humble hauteur. Donc merci beaucoup pour ton temps. Bah, c'est très aimable, merci. Sur ce, je vais te laisser dans les méandres des pérégrinations de la synthèse de ces grands morts de l'autre trou du cul. Je gère. Ouais. Et puis je te remercie encore. Bisous les branleurs. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Allez vous faire foutre. Je vous laisse avec nos deux amis. Merci mon Dutch. Sylvain, est-ce que tu veux nous balancer un petit mot avant de te remercier et de te laisser sur ces belles paroles de Dutch? Non, bah, tout simplement, merci de m'avoir donné cette tribune pour parler un petit peu de Monolith. Merci. Eh ben, c'était un plaisir, les branleurs, les branleuses. Sur ce, on va vous laisser aller poncer Black Hole District de Monolith et ainsi que les 9 autres albums. D'ailleurs, si vous avez 5 minutes par morceau, 10 minutes par morceau en moyenne à consacrer. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, les branleurs, les branleuses, sur un épisode dont on ne connaît absolument pas le sujet. Et puis on verra bien à ce moment-là. D'ici là, reprenez vos pafs, vos mouchoirs et tout ce qui s'ensuit. Bisous et allez vous faire foutre. Ciao. Ça, c'est du spectacle.